On passe notre temps à attendre que le calme revienne pour enfin décider de vivre. Mais la clarté ne naît pas dans le repos, elle surgit souvent quand le chaos nous oblige à lâcher nos vieilles certitudes. Le monde n'a plus besoin de ton masque, il a besoin de ta justesse. Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement et on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alain m'a dit, les grandes nécessités appellent de grands leaders. Je ressens une vibration, une urgence douce, un appel intérieur. Cette phrase, elle a réveillé en moi une mémoire très précise. Elle m'a projeté 30 ans en arrière, dans les années 90. À cette époque, je parlais pas encore de stratégie humaine ou de leadership. J'étais dans le feu de l'action au cœur des studios de création graphique. Directeur commercial, puis directeur de studio, avant de diriger ma propre structure. Et ce que on a vécu à ce moment-là, c'était pas une petite évolution, c'était un séisme. Tout ce qu'on savait faire depuis des générations était en train de s'effondrer. On a appelé ça l'arrivée de la PAO, la publication assistée par ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, imaginez un monde où pour créer une simple page de magazine, il fallait une armée de spécialistes. Il y avait les créatifs, les maquettistes, les typographes, les photograveurs et enfin les imprimeurs. Et chaque métier était une forteresse. On apprenait ça pendant des années et on pensait que c'était pour la vie. Et puis est arrivé le Macintosh. Et avec lui, des logiciels comme Illustrator, Quark Express ou Photoshop. Et d'un coup, une seule personne pouvait faire tout seul sur son écran, ce qui demandait avant toute une équipe d'experts. Crois-moi, le chaos a été total. Tout le monde, en fait, était perdu. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois ce que signifie réellement être un leader quand tout s'écroule autour de toi. Dans le studio que je dirigeais ou dans tous les studios d'ailleurs, j'ai vu la peur s'installer partout. Mais c'était une peur bien particulière. C'était celle d'être dépassé, de ne plus servir à rien. J'ai vu deux types de réactions. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA ou les crises qui s'enchaînent. D'un côté, il y avait ceux qui voulaient protéger leur territoire à tout prix. Des patrons qui avaient investi des fortunes dans des machines énormes, complexes, et qui regardaient l'ordinateur avec un mépris total. Ils se rassuraient en disant « ça marchera jamais, la qualité est nulle, le client ne voudra jamais d'un travail fait sur une machine de bureau ». Ils s'accrochaient à leurs vieilles méthodes comme à des bouées de sauvetage en refusant de voir que le besoin du client avait changé. Le client, il voulait plus de la perfection artisanale qui mettait 3 jours à arriver. Il voulait de la vitesse et de la souplesse. Là, dans la même lignée, il y avait tous ces techniciens, ces typographes, des gens avec un savoir-faire immense, qui connaissaient l'histoire de chaque lettre. Et pour beaucoup, l'ordinateur était pas une insulte, mais pas loin. Ils ont résisté, ils ont attendu que la méthode passe. Ils sont restés figés. Résultat, des centaines de studios ont fermé en quelques années. Et ils ne sont pas morts à cause de la technologie. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce qui se passait réellement. Mais au milieu de ce gâchis, j'ai vu une petite bande de gens agir différemment. Ces personnes-là n'étaient pas dans la panique. Elles étaient dans quelque chose de différent. Une urgence qui venait de l'intérieur, pas de la peur. Je me souviens d'un typographe, un ancien, un vrai pro. Il aurait pu être le premier à râler. Au lieu de ça, il s'est assis devant un Mac. Il regardait ce petit écran avec une vraie curiosité. Et il m'a dit « Eric, alors l'outil est moche, la qualité est moyenne. Mais le logiciel ne sait pas ce qu'est une belle page. Il ne sait pas comment faire respirer un texte. Si je lui donne mon expérience, cet outil devient une machine redoutable. » Ce gars-là avait tout compris. Il n'a pas lâché son expertise. Il a juste lâché ses vieux outils. Il a compris que sa vraie valeur n'était pas de manipuler du métal, mais d'avoir un regard, une intention, une capacité à organiser l'espace. En acceptant de redevenir un débutant sur l'ordinateur, il est devenu le patron de son propre studio.
Il a mélangé son savoir à la puissance de la machine. Et pour les chefs d'entreprise, c'était la même chose. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont eu le cran de dire « Ok, mes machines ne valent plus rien. Mon organisation est morte. Mais ma boîte, elle a une âme, une culture que les autres n'ont pas encore. On va changer de cap. » Ils n'ont pas attendu de tout maîtriser pour bouger. Ils ont senti cette petite voix intérieure qui disait que le vrai danger, c'était de ne rien faire. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça aujourd'hui? Parce que nous sommes exactement au même endroit. Le chaos qu'on vit aujourd'hui, l'IA qui change tout, les équipes qui cherchent du sens, l'instabilité permanente, n'est pas un problème pour ton leadership. C'est le moment idéal. Quand tout va bien, franchement, c'est facile de tricher. On se cache derrière des chiffres, des titres de poste, des habitudes. On peut faire semblant d'être un leader parce que le vent nous pousse. Mais quand tout bascule, tu ne peux plus te cacher derrière la technique ou les diplômes. C'est là que ton vrai moi sort du bois. Pas celui qui sait tout, pas celui qui fait le héros, mais celui qui est juste. Celui qui regarde la situation en face et qui dit « Je ne sais pas encore comment on va faire exactement, mais je sais où on va. » L'urgence douce, c'est cette envie d'agir qui ne vient pas de la peur, mais d'une nécessité intérieure. C'est le moment où tu comprends que tu ne disparais pas, que tu es en train de te transformer. Et pour ça, tu dois accepter de laisser tomber une vieille image de toi, celle qui se rassurait avec du contrôle, pour devenir celui qui dirige avec son cœur et sa vision. D'ailleurs, si on revient à mon typographe, ce qui m'a frappé, c'est pas seulement ce qu'il a fait pour lui, c'est ce qu'il a produit autour de lui. Dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, j'ai vu des choses bizarres se passer dans le studio. Des jeunes sont venus lui poser des questions. Pas parce que c'était le chef, pas parce que on leur avait demandé d'y aller. Non, parce que, en fait, ce gars, il dégageait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Une espèce de calme dans le mouvement. Il apprenait vite, il se trompait, il recommençait, et il n'avait pas l'air d'en souffrir. Pour eux, habitués à voir les anciens soit se braquer, soit s'effacer, c'était un troisième chemin qu'ils n'avaient jamais vu. Et les clients aussi ont senti la différence. Alors pas dans la technique, pas encore, mais dans l'énergie. Quand tu appelles un studio où les gens ont peur de demain, ça se sent. Et quand tu appelles un studio où quelqu'un a décidé d'habiter le changement plutôt que de le subir, ça se sent aussi. Il n'avait pas encore les compétences complètes pour les logiciels, mais il avait quelque chose que le logiciel ne donnait pas. Un regard formé par des années de métier, mis au service d'un outil nouveau. C'était dévastateur de puissance. Et crois-moi, il cherchait pas à montrer l'exemple, il n'avait pas de discours sur le changement. Il avait juste senti quelque chose en lui qui disait que c'était le moment. Et il avait agi depuis cet endroit. C'est ça l'urgence douce. Ce n'est pas l'urgence de la pression ou de la survie. C'est l'urgence de celui qui sent que c'est le moment de devenir ce qu'il a toujours su qu'il était. Pas demain quand ce sera plus calme, pas après la prochaine levée de fonds. Maintenant, dans le bruit, dans l'inconfort, dans l'imparfait. On arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais que tu sois honnête avec toi-même. Dans ton boulot, dans ta boîte, c'est quoi ce truc auquel tu t'accroches parce que tu as peur du vide? Une habitude, une certitude, un rôle que tu joues, alors que tu sens très bien que c'est fini. Et surtout, c'est quoi ta signature à toi? Ce truc que personne, ni une machine, ni un concurrent, ni même un jeune loup, ne pourra jamais copier. C'est quoi ton regard unique sur ton métier? Prends le temps d'y réfléchir. Et si ça te gratte un peu, c'est que c'est le moment. C'est peut-être cette urgence douce qui te fait signe. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais si cette histoire de studio et de pixels a fait écho à quelque chose en toi, si tu sens que ton armure devient trop serrée, si tu as l'impression de t'acharner sur des méthodes qui ne marchent plus, le quiz authentique est là pour toi. C'est un miroir simple qu'on a créé avec Alain pour comprendre où tu bloques et comment retrouver de l'air. Prends soin de toi et surtout prends soin de l'homme sous le costume. Et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse.
Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.